L'Algérie qui vient de traverser une période trouble, une période difficile, beaucoup de manifestations pour demander le départ d'Abdelaziz Bouteflika et de tous les classiques du pouvoir. Est-ce que ce soir, c'est une parenthèse dans ce climat difficile des derniers mois? Alors j'ai envie de vous dire que l'Algérie n'a pas traversé, elle est en train de la traverser. D'ailleurs aujourd'hui, le pouvoir n'a plus de base légale. Le président par intérim aurait dû quitter le pouvoir il y a quelques jours, il aurait dû rester 3 mois. Ce n'est pas une parenthèse, ici c'est une continuité. Et on voit bien 2 éléments moteurs, les manifestations chaque vendredi, mixtes, pacifiques, spontanées, qui durent avec détermination et qui donnent une magnifique image de l'Algérie dans le monde entier. L'Algérie qui revient à la mode, là, qui est hyper cotée. Et puis on voit aussi ce qui se passe dans le football, cette incarnation de la continuité de cette révolution qui est en train de se faire, le réveil, le rêve d'une Algérie apaisée, d'une Algérie mixte dans sa diversité sociale, politique, culturelle, linguistique et peut-être même religieuse. Le football qui a toujours été une partie intégrante, en tout cas qui n'a jamais échappé à l'histoire algérienne. Le football ne peut pas échapper à l'histoire algérienne. Depuis la colonisation, moi j'ai envie de vous parler des stades des années 50, des matchs hyper tendus entre les clubs européens et les clubs musulmans d'Algérie. On pourrait parler de l'équipe du FLN, on pourrait parler... Alors j'ai eu l'occasion, je pourrais vous en parler des heures, puisque j'ai rencontré la quasi-intégralité des survivants de l'équipe du FLN. Donc l'équipe du FLN qui était composée de joueurs algériens qui travaillaient en France et qui étaient très bien intégrés, qui avaient des femmes françaises qui vivaient, qui travaillaient à Monaco, à Angers, dans toute la France. Je rappelle que dans les années 50, il y avait dans le championnat de France de première et de deuxième division une quarantaine de footballeurs professionnels, ce qui est énorme. C'était les Africains les plus représentés à cette époque. Mais sur ces liens entre sport et politique, après 62, on voit comment l'État a mis la main sur le sport. Alors je pense aussi à la réforme de 77, qui est une réforme très simple. En gros, les clubs ont été dissous et ont été associés à des entreprises nationales. L'USM Alger, le club de Nasser Guedioura, devient l'US Karabakh, en gros l'électricité, d'accord? Et là, on voit dans tous les clubs algériens, les joueurs deviennent progressivement des petits fonctionnaires qui sont payés en fonction de leur niveau d'études, qui payent déjà leur reconversion. C'est du semi-professionnalisme et c'est ce qui amènera en 82 cette génération dorée. Madjer, Assad, Belloumi, Guendouz, Ben Saoul Atej et bien d'autres. Et donc, on voit aussi que ces liens entre sport et politique vont continuer dans les années 80 avec la montée de l'islamisme. On va commencer à voir déjà des... Parce que le sport, c'est aussi un moyen utilisé par beaucoup de pouvoirs, on le sait, comme outil de propagande, comme instrument de propagande. Bien sûr, et l'Algérie n'échappe pas à la... Il n'y a pas échappé. Comme tous les pays africains, comme tous les pays qui ont obtenu de haute main leur indépendance, les pays asiatiques ont toujours utilisé le sport. Pourquoi le sport? Parce que le sport, c'est un outil d'émancipation à travers lequel on peut faire passer un message. Et c'est pour ça que tout le monde a voulu s'en emparer, ceux qu'on appelait les colonisés, les femmes, les homosexuels, les handicapés. Jamais on ne leur a donné le droit de faire du sport. Alors, il y a eu des débordements, on ne va pas le cacher, la semaine dernière, lors de la demi-finale, des débordements, des dégradations. Stanislas, derrière ces débordements, derrière ces dégradations, il y a quand même un message que ces jeunes-là veulent faire passer. Il faut dire, ces violences sont inacceptables et salissent le rêve algérien dont je viens de parler. Elles sont créées par une minorité de personnes. On pourrait, si vous le voulez bien, plus parler de ces manifestations de joie. Alors, tous ces supporters algériens qui, de Roubaix à Paris, à Marseille, manifestent... Enfin, moi, j'ai pris le périphérique dimanche soir. Il n'y avait pas que des supporters algériens qui bloquaient le périphérique. Il y avait également d'autres drapeaux. Il n'y avait pas que des Algériens. Des violences. Alors, le sport a toujours été aussi un outil pour faire passer des violences, d'accord? Mais sur cette identité, cette ambiguïté aussi culturelle et nationale avec ces binationaux, on voit bien qu'on peut dire « je suis algérien » et en même temps français. C'est ce que Riyad Mahrez a tweeté sur un tweet assez célèbre qui a été retweeté après un appel d'un élu FN dont je ne citerai pas le nom. Et en même temps, on peut dire, et là c'est un message qu'on envoie à l'Algérie, nous sommes des immigrés, mais nous sommes algériens. Nous voulons être reconnus par vous. Donc une quête d'identité. Une quête d'identité, mais aussi, il faut dire que l'immigration algérienne, dans l'histoire, l'immigration algérienne a beaucoup été effacée de la mémoire nationale. Et les Algériens, surtout ceux de la diaspora, qui sont nombreux, depuis la guerre d'indépendance jusqu'à nos jours, ont toujours voulu se faire reconnaître par le pays, qui a plutôt valorisé une histoire mettant en scène les moudjahidines, mettant en scène le sang, mettant en scène les combats dans les maquis. Mais les immigrés ont aussi contribué à la guerre d'indépendance, notamment par des cotisations au FLN et au MNA.